Salut tout le monde! Pour cette période pré-Coupe du Monde, j'ai laissé l'opportunité aux fans des différentes nations participantes de s'exprimer sur leur équipe de cœur. De l'histoire en Coupe du Monde aux joueurs à découvrir, le but est de laisser libre expression à l'invité. Nation parmi les plus régulières, aussi bien à la CAN qu'à la Coupe du Monde, la Tunisie n'a cependant jamais passé le cap du premier tour au mondial. À Nice, suiveur des Aigles de Carthage, prône la patience, car l'équipe est selon lui en période de transition. Bonne écoute à vous. Alors, salut à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et voir présenter aussi ton activité si tu parles de la Tunisie sur les réseaux sociaux notamment? Alors, bonjour tout le monde, hein. Donc moi, je m'appelle Anis. Donc voilà, je suis supporter des Aigles de Carthage depuis plus d'une trentaine d'années. Donc la première CAN à laquelle j'ai vraiment eu la capacité de les suivre avec une compréhension football, c'est pendant la CAN 96, hein, on va dire. Donc je commence à être un ancien, un ancien supporter, hein. Donc voilà, on en a vu bourlinguer pas mal, des traversées du désert, etc. Et comme des périodes fastes. Et sinon, dans la vie, ben voilà, je suis papa de deux enfants, voilà, je suis marié avec une Tunisienne, 100%, qui est née en plus en Tunisie. Moi, je suis binational, hein, né en France, tunisien aussi, avec des origines marocaines également, du côté de ma mère. Donc voilà, voilà, supporter de Tunisie, des Aigles de Carthage depuis longue date. Et voilà, actuellement, j'occupe un poste d'ingénieur sécurité au travail, tout ce qui est normes, audit, prévention des risques dans le milieu industriel. Ok, ok. Donc, pour commencer cette interview, j'aimerais qu'on fasse un petit point entre guillemets historique sur la Tunisie à la Coupe du Monde. Ils ont fait une Coupe du Monde en 1978 et depuis 98, à part un ou deux manqués, est-ce qu'on peut qualifier la Tunisie un peu d'habituée de la Coupe du Monde? Même si à l'heure où on enregistre, la Tunisie n'a pas encore passé un tour, n'a jamais Alors, passé le seuil du premier tour. ce qui caractérise le football tunisien, quand tu parles un peu par rapport aux autres grandes nations africaines, le football tunisien, c'est paradoxal parce que c'est une équipe au niveau du palmarès où on n'a qu'une seule CAN, comme tu l'as dit, hein, qu'on a remporté d'ailleurs à domicile, hein, en 2004. Donc voilà, c'est par rapport au palmarès, on va pas dire qu'on est parmi les plus grands des grosses nations africaines comme le Cameroun, l'Égypte, pour ne les citer, ou le Nigeria par exemple. Mais par contre, paradoxalement, malgré ça, on est considéré comme l'une des équipes africaines la plus régulière sur le continent. Parce que du fait on est souvent là, hein, au niveau de la participation des Coupes du Monde, hein, même au niveau de la participation des CAN, hein. On est l'équipe qui a participé à le plus de Coupes d'Afrique des Nations, faut le savoir, hein. On en a 18 ou 17 d'affilée, ce qui est vraiment énorme, hein, pour un petit pays comme l'Afrique, hein. Donc moi, de mon vivant, j'ai toujours connu, par exemple, la Tunisie à une CAN. Oui, Voilà, oui. j'ai jamais vu la Tunisie ne pas disputer une CAN de ma vie, quoi. Donc voilà, c'est une preuve de régularité. Voilà, comme tu l'as dit, on a eu une période de traversée du désert un peu où on a évité, après 2006, la fameuse période avec Roger Le Maire, qui nous a fait beaucoup de bien. On a manqué le coche en 2010, hein, avec enfin, pour la participation en Afrique du Sud. Oui, Et vous avez ça nous a perdu fait. contre le Mozambique et le Nigeria gagne la dernière journée et Ah, c'est un hop, coche. Pour moi, c'est un souvenir, voilà, c'est un des pires souvenirs, quoi, un traumatisme. Oui, bah, tu voulais me Oui, poser oui, une question? en fait, je voulais revenir aussi sur l'histoire de la Tunisie à la Coupe du Monde, parce qu'en fait, la Tunisie n'a jamais passé un tour, mais il y a des parcours que des fois j'ai l'impression qu'ils sont assez différents. Tu me corrigeras si j'ai une bêtise. Par exemple, 2018, il y a presque pas de regrets à avoir dans la poule, parce qu'il y a notamment la Belgique et l'Angleterre, Oui. et d'autres en 2006 où la poule pouvait paraître un peu plus ouverte avec l'Ukraine, l'Arabie Saoudite. Et est-ce que tu as déjà été déçu de la Tunisie en Coupe du Monde? Tu te dis, est-ce que des fois, il n'y a pas eu la place pour passer un tour? Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui caractérise le football tunisien, c'est que notre déception, paradoxalement, on les retrouve contre les équipes les plus modestes. Paradoxalement, on réussit contre les grosses équipes. Je vais prendre l'exemple 2006. Tu vois la performance qu'on a fait contre l'Espagne. On a perdu contre l'Espagne 3-1. Mais si tu regardes globalement la performance en première mi-temps et notre rigueur tactique, etc., voilà, on a fait un très bon match contre l'Espagne. Mm. Mais là, on perd on rate le coche, c'est contre l'Arabie Saoudite, qui est une équipe normalement qui était à notre portée. On était champion d'Afrique en titre. On mène un score 1-0 contre l'Arabie Saoudite. On se mange deux buts dans l'espace de même pas 10 minutes. Et derrière, on égalise à la dernière seconde. Tu vois? Et c'est des équipes comme ça que normalement, qui sont censées être à notre portée, c'est là où on manque le coche. Je fais un parallèle avec la dernière Coupe du Monde 2022. Bon, même si c'est une équipe de France remaniée, on le sait tous, parce qu'elle était déjà qualifiée.
on a gagné quand même contre l'équipe de France. C'est un fait. Il y a quand même des joueurs de qualité. Mais là, on perd notre qualification. On fait un super match contre le Danemark, mais on perd contre l'Australie. Contre un joueur qui met le but victorieux, l'Australien qui joue en D2 japonaise. Tu vois, c'est notre éternel recommencement chez nous. On réussit contre les forts et derrière, on déçoit contre les équipes plus modestes ou plus faibles. C'est l'histoire de notre football de sélection, Oui, parce malheureusement. que tu disais, si vous avez battu l'Australie, vous aurez peut-être enfin passé ce cut et allé en huitième Ah, de mais finale. complètement. Parce qu'en plus, on avait au Qatar, on avait quand même on avait nos supporters qui étaient très très nombreux, hein. C'était incroyable. On avait l'engouement, on avait cette ferveur que on avait cet élan qu'on avait avec des joueurs qui étaient habités. Voilà, j'ai encore l'image de Laïdouni, son premier tacle contre le Danemark, où il se tape le torse, voilà, il annonce la couleur. Je veux dire, à un moment, voilà, on s'est dit, bon, ben, on sait très bien on n'est pas en mesure d'aller non plus dans le dernier carré ou quart de finale, évidemment. Mais là, on se disait, bon, on tient quelque chose contre le Danemark, l'Australie. Normalement, si on gagne, même une défaite contre l'équipe de France peut nous amener en huitième. Et là, malheureusement, ben, douche froide contre l'Australie. Voilà, c'était le match qu'il fallait gagner ou en tout cas ne pas perdre. Et on a réussi à perdre contre l'Australie, quoi. Ça permet d'amorcer une transition sur l'évolution de l'équipe tunisienne depuis 4 ans. Nous, on a pu voir, c'est le cas notamment de beaucoup d'équipes africaines, de Cannes, entre-temps, où la Tunisie, en tout cas, n'a pas brillé par ses résultats. Je pense notamment à la CAN 2023 où ils se font sortir au premier tour, ce qui est assez rare pour la Tunisie. Tout à Et fait. même la CAN 2025, qui s'est jouée donc à cheval entre fin 2025 et début 2026, où J'y la étais. Tunisie s'incline en huitième de finale contre le Mali, mais à des résultats des fois peut-être un peu poussifs en poule. Je pense notamment à un nul contre la Tanzanie, notamment. Alors, pour la petite histoire, j'y étais, hein. J'y étais à la CAN. J'ai assisté à plusieurs matchs, hein, aux trois matchs enfin, de la Tunisie, trois matchs du Maroc. J'ai même fait Bénin-Botswana, si tu veux. J'ai fait 13 matchs sur place. Donc voilà, donc moi j'ai suivi vraiment de près la Tunisie, même au stade, hein. Alors, le premier match, on était vraiment très très satisfait. Donc le premier match, on voyait qu'il y avait quand même un élan, une philosophie, une volonté en fait de faire des transitions rapides, de ramener les occasions assez rapidement. Et là, on a vu quelque chose, ouais, on s'est dit, bon, c'est pas mal, il y a quelque chose. Puis après, on est tombé sur un Nigeria qui a fait un match monstrueux contre nous, clairement, hein, qui était peut-être dans un sentiment de revanche par rapport à notre qualification en huitième qu'on avait fait contre eux d'ailleurs. On a fait briser un peu leur élan, pardon. Et puis finalement, bah, ce match contre la Tanzanie, pour moi, qui était un match couperé, qui nous a fait un peu mal et qui nous a fait un peu tergiverser et qui nous a mis un peu de doute. Parce que Tanzanie, sans leur manquer de respect, voilà, c'est une équipe normalement qui était largement à notre portée. On réussit à faire un partout. Et je pense que paradoxalement, ça nous a fait du mal pour la suite de la compétition, notamment contre le Mali. Je pense que ça nous a mis pas mal de doutes, ça a remis pas mal de choses en question. Et ça, encore une fois, ça reflète aussi ce sentiment qu'on a en tant que supporter tunisien. On a ce côté où on prend de l'élan, mais au moindre moment de doute, au moindre moment de panique, à la moindre turbulence, ben, c'est un bateau qui peut tanguer à tout moment, qui peut te faire déjouer et te faire sortir de la compétition, comme ça a été le cas contre le Mali Mhm. en Mais huitième. j'ai l'impression que cette période-là, entre ces deux Coupes du Monde, avec notamment ces deux CAN, ça a été marqué par une certaine instabilité au niveau du coaching, parce qu'il y a quand même beaucoup de coachs qui ont fait souvent des intérimaires ou qui ont fait quelques matchs. Et en fait, le seul coach qui avait eu un peu de stabilité, c'était Trabelsi, qui a fait donc la CAN 2025 et le gros et les qualifications à la Coupe du Monde 2026 notamment. Tout à Tu fait. penses que ça fait du mal à cette équipe tunisienne pendant cette période-là cette période Alors, d'entre Coupe du Monde, entre guillemets? ce qui nous a fait beaucoup de mal sur la période de Trabelsi, c'est avant Trabelsi, faut savoir que Trabelsi a récupéré une équipe de Tunisie qui était complètement à la dérive, hein. Faut dire les choses, hein. Je veux dire, on perd contre les Comores, on n'arrive pas à battre la Namibie, même à domicile. Notre campagne de qualification pour la CAN est désastreuse. On se qualifie peut-être, mais elle est abominable, hein. Voilà, perdre contre les Comores à domicile ou se faire, voilà, c'est juste indigne de notre sélection. Et on a retrouvé un Sam Trabelsi qui a récupéré l'équipe, qui a rapporté une stabilité défensive tout de suite, qui a eu des résultats rapides, probants, dont la qualification en Coupe du Monde. On était la seule, il me semble, avec la Côte d'Ivoire à finir sur un clean sheet, hein.
en éliminatoire de la Coupe du Monde. On a fait 0 but encaissé, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, il a apporté ses petites pattes, un peu solidité défensive, rebattre les cartes. Mais là où ça nous a fait du mal, je dirais qu'en fait, il y a eu ce cumul de compétitions, notamment la Coupe arabe, où on n'a pas su jauger l'importance, si tu veux, ou la priorité qu'on devait donner dans notre enfin, état d'esprit compétitif. Je veux dire, à un moment, il y avait la Coupe arabe qui chevauchait limite avec la Coupe d'Afrique. Voilà. Mm. Donc peut-être qu'il y avait des joueurs qu'on aurait peut-être dû conserver, peut-être pas ramener en Coupe arabe, d'autres joueurs qu'il fallait peut-être faire tourner, donner plus de confiance peut-être. Et du coup, ça nous a un peu, voilà, on était un peu, cette Coupe arabe nous a mis dans un doute, hein, parce qu'on s'est fait sortir au premier tour, aussi en Coupe arabe, contre des équipes modestes hein, également. Et du coup, ben, 2 semaines après, on joue la CAN et ça a un peu aussi coupé l'herbe. Voilà, c'est- Trabelsi, disons que c'est un peu mitigé parce qu'il nous a fait vraiment du bien à très court terme. Puis là, pareil, lui, il a sombré aussi dans ce marasme où il y a tout qui a été remis en question en l'espace d'un mois. Et voilà, où sa tactique a été mis un peu. Il y a eu des doutes hein, qui ont été mis à son sujet. Et voilà, ça s'est ressenti même par rapport aux joueurs. Et on l'a vu contre le Mali, tout simplement. Où Bien ces sûr. changements étaient peut-être moins inspirés qu'avant, quoi. Bah, c'était dans cette période de qualification pour la Coupe du Monde, tu as commencé à amorcer le truc. La Tunisie, tu es dans un groupe que je qualifierais, ou qu'on peut qualifier d'abordable, avec la Oui, Namibie, Guinée équatoriale, Libéria, Malawi, Sao Tomé, j'oublie personne. c'est ça, ouais. Où la Tunisie, en fait, se qualifie sans trop de difficultés, même s'il y a eu les déboires de la Guinée équatoriale. Mais la Tunisie assurait assez tôt sa qualification. Quel bilan t'en tires de ces qualifications? Ou est-ce que tu dis qu'on peut en tirer un bilan positif parce qu'il y a aucun but encaissé, tu parles de la solidité défensive, mais Mhm. est-ce que tu peux te dire, est-ce que on n'a pas pu se jauger contre des adversaires qui étaient vraiment de calibre? Alors, par rapport à la qualification en Coupe du Monde, c'est vrai que certains peuvent un peu minimiser la performance, peuvent se dire, bon, après, il faut voir les équipes contre qui on a joué, effectivement. Mais ça reste quand même des équipes qui sont compliquées à jouer, surtout à l'extérieur, hein. Jouer en Guinée équatoriale, c'est vraiment pas évident. D'autant plus que Guinée équatoriale a quand même fait des bonnes prestations dans des cas précédents. Je veux dire, la Guinée équatoriale était proche de sortir le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, hein. Ils leur ont mis 4-0 à domicile. Voilà, ça, il faut pas l'oublier. Avait sorti le match, la CAN précédente encore, a sorti l'Algérie. Voilà, c'est Guinée équatoriale, c'est vraiment une équipe qui est pas évidente à jouer. Voilà, après, bon, c'est vrai que tu as des équipes comme le Libéria qui sont largement abordables. Donc, paradoxalement, on en tire quelque chose de positif par rapport à cette qualification. Déjà, comme j'ai dit, d'un point de vue défensif, ou un clean sheet, on a fait que des clean sheets. Après, c'est vrai que d'un point de vue offensif, on avait une animation qui était faible et qui n'est pas à la hauteur des grandes nations africaines. Ça, c'est une certitude, hein, parce qu'on n'a jamais eu de très gros joueurs. On a eu des bons joueurs offensifs, mais pas des très gros joueurs comme des Mohamed Salah ou des Osimhen, ou j'en passe, hein. Par contre, là où aussi, on peut être aussi un peu, on reste un peu sur notre faim, c'est qu'il y a cette qualification que moi je juge quand même réussie, hein, parce qu'elle est réussie, il faut dire les choses. 21 points sur 23, voilà, c'est 22 points sur 24, c'est déjà énorme. Mais derrière, il y a eu un match amical contre le Brésil qui a été très convaincant. On a fait un match nul contre le Brésil derrière, suite à justement cette qualification en Coupe du Monde, qui nous a vraiment mis du baume au cœur et qui nous a mis un peu ce sentiment de ah, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de nouveau. Donc je dirais que je juge pas globalement uniquement la qualification en Coupe du Monde, mais ce qui s'est passé juste après. Et globalement, j'en ai tiré quelque chose de très positif, vraiment de très positif d'encourageant. Malheureusement, il y a cet événement Tunisie-Mali qui nous a un peu laissé sur notre faim, qui coupe un peu l'herbe sous le pied. Enfin, voilà, qui nous a un peu déstabilisé. Et voilà, qu'on était resté un peu sur l'expectative depuis, enfin, tout de suite après cette CAN. Oui, oui, bah, on parlait de ce passage de cette CAN. Trabelsi, donc, a été démis de ses fonctions. C'est ça? La Tunisie va démarrer une Coupe du Monde avec un nouveau sélectionneur qui est Sabri Lamouchi. Tout à fait. Est-ce que sur la dernière trêve de mars, notamment, je pensais, est-ce que tu sentais une nouvelle patte avec l'arrivée de Sabri Lamouchi? Alors, ben, Sabri Lamouchi, clairement, faut savoir que Sabri Lamouchi, c'est quelqu'un qui, au départ, dès sa nomination, était décrié auprès d'une bonne partie de la presse tunisienne et auprès de certains amateurs de football tunisien.
parce que il s'identifiait pas forcément avec ce sélectionneur qui est né en France, hein, qui est né à Lyon, faut le savoir, qui est binational, certains ont vu en lui quelqu'un qui a refusé la sélection tunisienne dans les années 90 pour se consacrer à l'équipe de France. Voilà, il y a certaines vérités qui étaient un peu erronées, et je trouve que son intronisation et sa présentation en conférence de presse a balayé pas mal de doutes, notamment le mien, hein. Moi, clairement, j'avais un doute parce que là aussi, je le voyais voilà, venir un peu à tâtillon. Et clairement, sa conférence de presse m'a convaincu, en tout cas, dans ses explications, parce qu'il dit clairement que sa première sélection en Tunisie, il a été appelé. Et c'est évidemment le sélectionneur tunisien à l'époque qui ne l'a jamais fait jouer, jamais fait rentrer, etc. Puis derrière, il est retourné donc à Arles-Avignon. Il a fait sa carrière qu'on la connaît à Auxerre. Et là, de là, il a été appelé en équipe de France. Et là, ça a balayé déjà le fait que il vient pas par opportunisme. Mm. C'est qu'il est vraiment venu en se sentant tunisien. Et j'ai beaucoup aimé son discours d'unité, hein, où il dit, moi, je vois pas des Tunisiens d'origine ou des Tunisiens nés en Tunisie. Je vois des Tunisiens tout court. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ce Ouais. sentiment-là qui nous a donné, qui nous a tout de suite mis dans... Enfin, moi, qui m'a tout de suite rassuré, où là, on avait un peu ce sentiment qu'il y avait comme une sorte des sectes, en fait, une sorte de, Non. de, de- une sorte de clan, exactement, où tu avais un peu les joueurs un peu espérantistes, un peu ceux qui sont du club africain, ceux qui sont en Tunisie, puis les binationaux qui ont un peu plus de privilèges qui viennent, tu vois. Et là, tout de suite, lui, il a balayé tout ça. Après, on va pas émettre de conclusion hâtive parce qu'il vient de prendre la sélection, il l'a expliqué, il vient de faire 2 matchs amicaux à l'instant. Il reprend une équipe voilà, qui était en galère, hein. Là, il va jouer la Coupe du Monde dans un mois et demi. Sa patte, je veux dire, pour moi, tu vas pas l'avoir tout de suite. On On va verra pas à plus l'avoir long terme. à l'instant, on va l'avoir à long terme. Et c'est pour ça que moi, en tant que supporter tunisien, et j'espère que les supporters tunisiens vont penser de la même manière, il faut surtout pas qu'on le juge tout de suite sur cette Coupe du Monde. Voilà. Même s'il y a des déconvenus, il faut qu'on lui laisse le temps. Pour moi, je pense qu'il faut lui laisser derrière au moins le bénéfice du doute sur la prochaine CAN pour voir comment ça se passe, d'autant plus qu'il a intégré énormément de jeunes. Donc, je sais pas si c'est un des points que tu voulais évoquer par rapport C'est à. ça, tu lances ma transition, c'est super cool. Je voulais parler un peu de l'effectif. C'est vrai que par rapport à d'autres nations africaines, voire même chez les voisins du Maghreb, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de têtes d'affiche, mais ça reste quand même une équipe, comme tu dis, avec des joueurs qui viennent un peu de tous les horizons. Des joueurs qui viennent de France, des joueurs qui viennent d'Allemagne, des joueurs du championnat local, Hmm. des Alors, binationaux, même des nouvelles têtes qui sont arrivées. Je pense notamment au frère Rani Kedira, à Khalil Alaghari, qui est un jeune du du PSG. PSG. Hmm. Ouais. Et il y a plein de nouvelles têtes qui sont arrivées, notamment lors de la prochaine trêve. Est-ce que tu penses que la Mouchi pourrait intégrer encore des nouvelles têtes d'ici la Coupe du Monde? Ou va-t-il garder... Est-ce qu'il a fait une rupture nette avec Trabelsi ou il va commencer à intégrer aussi des nouveaux joueurs? Ou il Alors, reste sur une espèce de continuité au niveau de l'effectif? Alors, je pense qu'il y aura certains joueurs hein, qui étaient là sous la tutelle de Trabelsi et même avant Trabelsi, hein, qui seront encore présents. C'est clair qu'on Pas pourra coupé du jamais jour au s'en lendemain. passer, hein. Je pense à un Ilyes Kiri hein, qui joue en Allemagne. Je pense à d'autres joueurs comme Talbi qui opère à Lorient, Ali Abdi qui joue à Nice. Je pense que c'est des genres de joueurs que tu as quand même besoin. Hannibal Mejbri qui n'a pas fait un match de Coupe du Monde en 2022, qui commence à être un ancien malgré son jeune âge. Je Oui. pense qu'il voilà, il y a des joueurs comme ça que tu es obligé de réintégrer, malgré la transition, de pouvoir s'inscrire sur la durée avec eux. Après, ce qui est bien avec la Mouchi, c'est que lors de la dernière sélection, il a pas hésité à sélectionner vraiment que des nouveaux, quitte à ne pas appeler certains joueurs, notamment par exemple j'ai le gardien Ben Saïd qui joue à l'Espérance, qui est censé être un gardien titulaire, mais ou en tout cas le numéro 2. Il l'a pas appelé du tout, mais pas d'un choix sportif. Il a clairement dit, je le connais, moi maintenant je veux voir des gardiens que je connais pas. Ça ne veut pas dire que la hiérarchie elle est faite. J'appelle 3 gardiens pour voir humainement comment ils sont, etc. De toute façon, Béchir, je vais l'appeler. Il va l'appeler en Coupe du Monde. Mais déjà, c'est une bonne chose de dire, j'appelle des gens et je n'appelle pas d'autres personnes, même si je sais que je vais les appeler en Coupe du Monde. J'ai envie de voir les personnes que j'aurais pas l'occasion de voir pendant un mois. Et je trouve que c'est une bonne chose. Parce que voilà, ça fait un sentiment de voilà, je vais pas envie de reprendre les mêmes et on recommence. C'est attention, les autres, vous allez être rappelés en Coupe du Monde. Par contre, les jeunes, s'ils me convainquent, ben, ils prendront votre place. Tu vois? Mm. Ouais, Et je vois un peu comme une sorte, je dirais pas d'avertissement, mais en fait, peut-être plus.
plus ouvrir le champ des possibles à les sélections tunisiennes et dire, entre guillemets, on critique souvent en France Didier Deschamps de sélectionner constamment le même groupe. Lamouchi, il a presque pris le pied inverse de ce que tu me dis, en tout cas ce que je comprends. Et puis même, il y a cette volonté où, tu sais, au niveau du staff, on a un peu, voilà, il y a eu une réorganisation. Il y a Wabi Kazri, hein, d'ailleurs, qui a intégré le staff, qui est en tant qu'analyste vidéo, etc., qui est aussi un joueur, qui a été un grand joueur pour notre sélection, il n'y a rien à dire, hein. Et voilà, où tu vois que ces cartes, elles sont redistribuées. On a un joueur emblématique comme Youssef Msekni, qui est un très, très grand joueur à l'échelle africaine, à la CAN, qui a le plus grand nombre de participations à des CAN, qui a pris sa retraite internationale pour des raisons familiaux, mais même il y a aussi cette page sportive qui se tourne. Tu as des joueurs comme Naïm Sliti qui a annoncé sa retraite il n'y a même pas un mois. Donc il y a cette volonté pour certains joueurs, peut-être qu'il y a Yacine Meria, les défenseurs centrales, ou Ferjani Sassi qui vont dans la foulée également prendre le pas. Mais il y a cette transition qui commence à être assurée d'une manière fluide. Et je trouve que la Mouchi, il a été très classe et très sobre dans cette manière-là. Comme il en parlait avec Stiti, par exemple, il a dit il allait voir personnellement Stiti pour lui dire, voilà, félicitations pour tout ce que tu nous as fait, merci pour ta carrière. Voilà, et c'était très classe, cette transition qu'il fait. Et je trouve que il n'y a pas eu un coup près tout de suite, ah, je vous prends plus parce que vous obéissez plus à mes exigences, etc. Lui, c'est vraiment cette transition fluide et cette volonté de ramener des jeunes. Et ce que j'ai bien aimé avec la Mouchi, c'est qu'il y a des joueurs comme Khalil Ayari, comme on a dit, hein, ou d'autres joueurs qui n'ont pas cette classe professionnelle encore développée, mais qui n'a pas hésité à les prendre et leur laisser du temps de jeu pour dire voilà, on vous oublie pas. Et même des joueurs qui sont en manque de temps de jeu comme Garbi, qui est en Allemagne, hein, Ismaël Garbi, qui est un super joueur, hein, qui a été formé d'ailleurs au PSG, Oui. mais qui n'hésite pas à appeler et à faire lui donner du temps de jeu. Parce que lui, sa philosophie, c'est pas de se dire vous ne jouez pas, je vous prends pas. C'est non. Votre sélection tunisienne, on va vous aider à rebondir et à vous donner une visibilité pour que vous rejoigniez des clubs européens qui puissent vous donner du temps de jeu parce que ça va être bénéfique pour nous. Mhm. Je sais pas si tu vois cette philosophie Oui, oui, qui... oui, oui, je vois. Et je trouve que, comme tu dis, Lamouchi, il a amorcé une grosse phase de transition pour la Tunisie, de dire, je laisse ma chance potentiellement à des jeunes, des joueurs on n'a pas eu tant de jeu. J'ai presque l'impression que c'est peut-être une liste, on n'a pas la liste à leur comptoir, une liste où pourrait y avoir des surprises. Mais complètement, et il y en aura. Et je trouve que dans cette liste, moi, ce qui m'a énormément plu, c'est qu'avant, on était, comme je t'ai dit, on était fixé sur un noyau qu'on devait garder à tout prix parce qu'il y a ce vécu, parce qu'il y a ce nombre de sélections, parce qu'il y a de l'amitié aussi, il faut dire les choses, hein. On est persuadé qu'il y a certains joueurs où il y a un peu ce côté un peu affect, qu'on a du mal à se détacher, encore une fois, parce que peut-être qu'ils jouent dans des clubs comme l'Espérance, comme le Club africain, ou qu'ils ont une affinité avec certains joueurs comme emblématiques, comme Sakni, qui avait un peu son cocon, voilà. Mais à un moment, il y a cette glace qu'il faut briser parce qu'il faut savoir que, de sources sûres, hein, je peux te le dire, qu'il y a une base de données de binationaux en Europe, en tunisien, qui se développe de plus en plus. Il y a beaucoup de joueurs en Belgique, Pays-Bas, en Suède, Danemark, France, même en Espagne, Italie. Et tu as tu as la sélection, enfin, tu as la fédération qui travaille énormément sur ça, sur déjà sonder, faire des prospects sur ces joueurs binationaux qu'on pourrait attirer, mais d'entrée, et pas qu'on va attirer parce qu'ils n'ont plus le choix. Mhm. D'ailleurs, ça a fait débat pour Rani Kedira, où là, certains se posaient la question de se dire, bah, il vient chez nous, pourquoi? Parce que voilà, au bout de 32 ans, il n'a pas gagné sa place en Allemagne, donc il vient chez nous. Ça a fait un peu discuter. Et là, je pense que le fait qu'il y a cette politique de prendre tout de suite les jeunes, leur dire, écoutez, la section tunisienne, on vous veut, on va pas hésiter à vous prendre, même si vous n'êtes pas encore titulaire ou vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas un statut pro confirmé. Voilà, on vous prend, etc. C'est une manière tout de suite de les rassurer, de leur dire, on a besoin de vous. Si on veut une sélection forte, c'est que vous devez vous imposer dans des clubs, mais que nous, on est prêt à vous aider justement, à vous donner du temps de jeu pour que vous puissiez avoir cette visibilité et d'avoir des bons clubs qui sont après vous, quoi, tout simplement. Oui, je vois un peu l'idée, parce qu'on parle souvent des joueurs qui choisissent la sélection, des sélections africaines ou autres tard, et ils sont souvent qualifiés d'opportunistes, mais il y a aussi des fois un rôle inverse. Est-ce que les fédérations en question ne démarchent pas les joueurs avant qu'ils atteignent un certain statut? Et la Tunisie veut s'inspirer de ce qu'a fait notamment le Maroc, en essayant de les attirer dès les plus jeunes âges en sélection, Tout attirer des à fait. binationaux. Tout à fait. Après, le Maroc, ils ont un système où il y a quand même cette formation qui est beaucoup plus développée.
au Maroc, il y a forcément il y a eu un investissement qui a été mis en place par le royaume, etc., et par le président de la fédération marocaine, qui a vraiment qui ont mis de l'abordage, enfin, le corps à l'ouvrage, et même financier, hein, où tu as des joueurs comme Ounahi, par exemple, ou Aguerd qui sortent justement de cette formation. Ah, moi Mais aussi. en Tunisie, le problème qui se pose en Tunisie, c'est qu'on est obligé de passer par cette phase de compter sur ces binationaux parce que le football tunisien, il faut savoir que on a une crise franchement économique, hein, en Tunisie qui a fait beaucoup de mal, hein. On a un président Jarry aussi de la fédération tunisienne qui est actuellement sous le coup de la justice, hein, qui est en prison clairement pour des détournements, pour des affaires de corruption, qui a fait énormément de mal parce qu'il faut savoir que le football tunisien dans les débuts des années 2000, c'était parmi les deux meilleurs championnats africains, il faut le savoir. Mm. Voilà, il n'y avait pas que l'Espérance Tunis, ce club africain, mais voilà, des équipes comme Sfax, l'Étoile Rouge de Sahel, etc. C'est des grosses équipes africaines et il y a eu cette période où vraiment, économiquement, la Tunisie a pris un coup. Il y a eu ce contre-coup aussi de la révolution, hein, d'un point de vue politique aussi, hein. Voilà, donc forcément, le football tunisien, même au niveau de ses infrastructures, a pris vraiment un coup, hein, total. Et du coup, tu peux pas développer cette formation comme tu peux le faire comme au Maroc ou comme dans d'autres équipes. En plus, la démographie tunisienne, elle est beaucoup moins importante que des équipes comme le Nigeria, par Oui, exemple, ou l'Égypte, où tu as, je sais pas combien de millions au niveau de leur population, c'est centaines de millions. La Tunisie, ça reste un pays de 8 ou 9 millions. Donc forcément, tu as un réservoir qui est beaucoup bien sûr. plus Et faible. enfin, in extenso, une diaspora qui est beaucoup plus petite. Exactement. Donc là, tu es obligé d'un peu de prospecter au niveau à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, pour voir justement au niveau des binationaux comment ça se passe. Donc en fait, c'est contre sa volonté qu'on est obligé de prospecter de cette manière-là à la recherche des binationaux, qui aiment également la Tunisie comme un Tunisien natif, quoi. Je me permets une petite parenthèse parce que la rumeur me paraissait très fantaisiste sur Alisson Santos, le Brésilien du Napoli, Oui. dont le Alors, père a joué en sélection. Et il y avait une rumeur qui était un peu fantaisiste. non, mais alors tout à fait, oui. Alors clairement, la sélection tunisienne a clairement a fait des appels du pied, hein, ça c'est clair, hein. Oui, elle lui a demandé. De toute façon, c'est clair, chaque binational de talent sera demandé. Mais Lamouchi a été clair à la dernière conférence de presse avant le match contre le Canada, avant le rassemblement contre le Canada et Haïti. Il a dit, voilà, il a dit clairement que le joueur n'a pas répondu positivement, favorablement à la section tunisienne. Après, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, c'est l'histoire Histoire à lui. voilà, c'est leur avis. Voilà, il faut respecter. Faut pas se dire parce que son père a joué en Tunisie, donc on doit se l'approprier. Je veux dire, la sélection nationale, ça doit être un choix de cœur, hein, et non pas par opportunisme, mais pas financier, encore moins financier. Parce que généralement, quand tu forces un joueur à venir parce que il y a son père qui était là et quand finalement peut-être que lui il attend une autre proposition, ben forcément. Ça va pas coller. Moi, un mec comme Ben Yedder, je le regrette. Mm. Évidemment, Ben Yedder, on aurait tellement voulu l'avoir en Tunisie. Parce que chez nous, il serait titulaire, indiscutable. Faut dire ce qui est. C'est un joueur exceptionnel. Maintenant, voilà, au départ, je lui en voulais parce que je me suis dit, mais il sera jamais titulaire avec l'équipe de France. D'ailleurs, il l'a pas appelé en Coupe du Monde. Par exemple, lui, en Coupe du Monde 2018, il nous aurait fait du grand bien. Énorme, un bien fou. Et en 2022, pareil, parce qu'on a besoin d'un finisseur. Mais voilà, c'est l'histoire de sa carrière, c'est un choix et il faut pas lui en vouloir ou lui dire que c'est pas un bon Tunisien parce qu'il a choisi la section. Voilà, il aime la Tunisie Ouais, comme un binational. chacun son Voilà, histoire. c'est chacun sa perception, chacun son histoire. C'est comme ça, faut pas lui en vouloir. Voilà, nous, il faut qu'on travaille avec les binationaux qui voudront venir. Et la Mouchi l'a très bien compris et j'espère que voilà que nous on soit indulgents et qu'on lui laissera le temps nécessaire et qu'on ne le mette pas tout de suite dans une case de coach à éjecter parce que Ouais, ça toi, se passerait pas bien en tu Coupe te du Monde. projettes un peu tu vois plus loin que cette Coupe du Monde. Je me permets de quel serait ton joueur à suivre si tu devais retenir un joueur? Quelqu'un, t'as envie d'attirer l'œil sur lui, entre guillemets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Tunisie, la dernière CAN, il y a un joueur qui a tapé dans l'œil de tout le monde, hein. Enfin, en tout cas de ceux qui ont suivi la CAN, c'est Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri, il United, faut savoir aujourd'hui à que Barbia. si tu regardes sa fiche d'identité, c'est quelqu'un qui a été très très jeune à Monaco, hein, qui a joué en U17 avec l'équipe de France, hein, qui a eu un parcours une formation en équipe de France, faut le savoir, et qui a très très vite choisi la sélection tunisienne à l'âge de 18 ans, hein.
Donc une pression populaire, une pression voilà, énorme. Malheureusement, lui, on lui a pas laissé le temps qu'il faut. Tout de suite, on l'a lancé dans le grand bain en 2000, donc en 2022. Il n'a pas eu, voilà, il a pas eu le temps de jeu, il n'a même pas eu une minute de temps de jeu en Coupe du Monde. Donc voilà, la CAN précédente, on s'est fait éliminer au premier tour, il ne l'a pas joué parce qu'il a voulu faire l'impasse sur cette coupe d'Afrique, parce qu'il se sentait, voilà, il se sentait pas bien sportivement, mentalement, il l'a avoué. Et c'est vrai que j'avais une appréhension, mais là, cette CAN, pour moi, il a dissipé pas mal de doutes, hein. C'est un joueur, franchement, un talent, voilà. Pour moi, c'est un talent qui est bridé encore, un excellent joueur à suivre. Moi, j'espère qu'il vienne au moins en pleine possession de ses moyens à cette Coupe du Monde, parce qu'il a fait une CAN, pour moi, il a fait une très très bonne CAN, hein. Là, voilà, les experts de la CAN ont été unanimes sur ça, hein. Ils en a même qui étaient certains étaient frustrés de nous voir sortir prématurément parce qu'ils étaient déjà nostalgiques de lui, hein, parce qu'il a un peu ce look atypique, chevelure bouclée, un peu gonflée, voilà. Mais il a ce côté. C'est pas un joueur qui va t'éliminer trois quatre joueurs comme ça, mais c'est un joueur qui va peut-être un peu voilà, qui va être un peu le métronome, qui va être un peu combatif, box to box, etc. Donc, faut le suivre. Pour moi, c'est un joueur qu'il faut suivre. Après, parmi les jeunes, forcément, il faut voir un peu. Bon, c'est vraiment trop tôt encore pour le dire, mais des talents bruts comme Ayari, à mon avis, je pense qu'il faudra jeter un coup d'œil aussi, hein, parce qu'ils ont C'est cette ça, oui. faculté à éliminer. Ils ont une faculté à éliminer assez déconcertante. Mais bon, pour moi, voilà, il faut pas tirer trop vite des plans sur la comète, hein. Faut aller vraiment crescendo. Mais je dirais que c'est Hannibal Mejbri pour moi qu'il faudra suivre de notre côté. Je te laisse faire un petit prono, parce que la Tunisie est dans un groupe qui est assez relevé, avec les Pays-Bas, le Japon et la Suède. Quel serait ton pronostic pour la Tunisie? Alors, moi, je te dis clairement, hein, ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'y a pas une nation euh, énorme du football, comme l'Argentine ou autre, hein. Par contre, là où tout le monde, certains experts disent que c'est un groupe homogène. Moi, je trouve que c'est le groupe le plus difficile qu'on a Oui. parmi les sélections africaines. Clairement, il faut dire les choses, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on a ce côté, on a le Japon, hein, le Japon qui est une très belle équipe, hein. Faut dire ce Mhm. qui est, qui monte depuis 98, qui monte en puissance. On a ce côté un peu, on a comment dire, on a le Japon, on a les Pays-Bas, hein, le Pays-Bas qui est toujours là, hein, qui est toujours présent. Les Pays-Bas, le Japon, Suède. Donc moi, honnêtement, c'est bizarre ce que je vais te dire, je le sens moyennement. Mhm. Clairement, je le sens moyennement. Je ne vois pas passer le premier tour. Ce serait une belle surprise de passer le premier tour. Mais ça va être compliqué. Je pense qu'on y a encore ce plafond de verre. Il y a encore des jeunes joueurs qui n'ont pas encore cette expérience, hein, c'est un groupe tout nouveau, hein, qui se construit. La Mouchi, pareil, qui vient d'arriver. Si on passe le premier tour, ce serait déjà c'est une bonne surprise. Pour moi, ce Un serait une gain bonne de- surprise. Ce serait un gain d'expérience pour la suite, mais comme tu disais, toi, cette Coupe du Monde-là, c'est le début de la transition. Pour moi, c'est une transition. C'est clairement, il faut être indulgent. C'est une transition qu'il faut respecter, voilà, faut vraiment être indulgent avec eux, hein. Je veux dire, la Suède, ça reste quand même au-dessus de nous, hein. Faut dire les choses. Le Japon a pris de l'avance sur nous. Et les Pays-Bas, on sait tous que les Pays-Bas, ça reste quand même une équipe dans la Coupe du Monde qui est redoutable, hein, qui est souvent là, qui a souvent sa place au moins dans les quarts de finale. Voilà. Après on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. Voilà. Si maintenant on fait un hold-up contre une équipe, parce qu'il faut savoir qu'avec la nouvelle configuration, ben, si tu finis meilleur troisième, Passé, ouais. c'est bon, hein. Tu fais trois matchs nuls, tu passes avec 3 points. Tu as une victoire et tu limites les dégâts ou avec un goal average favorable, bah, tu passes quand même au premier tour, le premier tour. Donc voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais là où je pense que ça va être compliqué, c'est le temps. Je Mhm. pense que c'est un peu le temps qui nous manque. Qui nous manque pour. C'est parce que c'est la compétition comme la Coupe du Monde, il y a ce côté talent, il y a ce côté effectif, mais il y a ce côté cohésion de groupe à créer. Et je pense que c'est peut-être ça qui va un peu nous manquer, c'est du temps. Bien sûr. Merci Anis pour cette Simplement. interview. Je te remercie. Je te laisse le mot de la fin. Tu peux t'exprimer comme tu Ben, veux. Bah, en espérant que cette fois-ci, on passera le premier tour, parce que moi, j'aimerais bien connaître une Tunisie qui passe le premier tour en Coupe du Monde. Et voilà, tous les supporters tunisiens font qu'on soit à fond derrière eux, qu'on soit à fond derrière Sabri Lamouchi, à fond derrière nos aigles, et qu'on soit surtout indulgent envers eux. Il faut vraiment, vraiment qu'on soit patient, qu'on apprenne à être patient et que vraiment qu'on supporte, parce qu'il y aura beaucoup d'adolescents.
Tu auras beaucoup de joueurs aussi, vous aurez beaucoup de joueurs d'expérience qui vont être là pour les épauler. Donc, soyez indulgents avec eux et soyez patients. Et quoi qu'il arrive, il faut qu'on profite de chaque minute passée en Coupe du Monde parce que tu as certaines nations qui doivent attendre des lustres pour y être. Et nous, on a cette chance d'y être. Donc voilà, vraiment patient et profitez à fond. Je te Voilà. remercie, Anis, pour cette interview. Bonne journée à toi. Au revoir. Ben, merci à toi, hein. Je t'en prie. Avec son nouveau sélectionneur et des changements à venir au sein de l'effectif, la Tunisie est dans un nouveau projet, et la Coupe du monde fera office de première étape pour ce nouveau cycle. Ciao!